Nous démarrons ce cours Aroma 2 les bases, famille chimique et propriétés en introduisant la notion de relation structure-activité. C'est une terminologie qui est très employée dans notre milieu aroma, je dirais. La notion donc de mettre en lien la structure, c'est-à-dire l'aspect biochimique, les molécules aromatiques, avec leur activité, c'est-à-dire les vertus, les indications thérapeutiques et potentiellement, s'il y en a, les risques toxiques. Ce que l'on a compris avec le cours Aroma 1 et les différentes techniques d'extraction, c'est que finalement, les molécules aromatiques distillées par la distillation à l'alambic des plantes aromatiques, c'est donc juste une fraction de ce qu'il y a dans les poches à essence. Donc ça va être une composition moléculaire, une composition biochimique très stricte, très limitée, donc on va dire un périmètre en fait biochimique extrêmement connu et maîtrisé. Donc, les composants aromatiques, volatiles, sont des molécules chimiquement définies et ce sont les propriétés de ces molécules qui vont déterminer les indications thérapeutiques des huiles essentielles. Nous avons vu aussi dans le cours Aroma 1 qu'à chaque distillation, notamment pour les milieux industriels et puis pour les producteurs avec une fréquence moindre d'une fois par an et pour les industriels c'est à chaque distillation, donc à chaque distillation, on va émettre une chromatographie en phase gazeuse qui va permettre d'identifier les molécules aromatiques contenues en fait dans l'huile essentielle qui vient d'être distillée. Donc en soi, en tant que consommateur, vous pourriez très bien demander la chromatographie reliée au lot de l'huile essentielle que vous avez achetée. Voilà. En clair, dans la réalité, à peu près jamais, en fait, vous allez demander la chromatographie. À part peut-être certains d'entre vous qui seront en fait des professionnels, des chimistes, pharmaciens, médecins, mais sinon, dans une pratique quotidienne, familiale, vous n'utilisez pas les chromatographies. Toutefois, ici, pour vous illustrer de quoi il s'agit, donc voilà, à gauche, vous allez avoir le visuel d'une chromatographie avec des notions de pics. En fait, chaque pic va correspondre à une molécule avec un temps de distillation et généralement plus on va vers la droite, plus on va avoir des molécules de poids moléculaire plus important, donc tête, cœur et queue de distillation. Et puis la hauteur des pics va correspondre en fait à la quantité de la molécule présente dans l'huile essentielle. Voilà, donc avant de pouvoir interpréter un tel graphique, vous imaginez bien que voilà, c'est pas du tout destiné en fait à l'usage d'un particulier. À droite, vous avez ce que l'on pourrait du coup tirer du graphique de gauche, c'est-à-dire la liste des molécules. Donc là encore, avant de pouvoir déchiffrer ce qu'est l'alpha-pinène, le bêta-pinène, le bêta-myrcène, etc. Enfin bon, voilà. Moi, l'objectif de la formation est de pouvoir vous rendre accessible dans un cadre de sécurité l'usage des huiles essentielles. Donc la lecture en liste de toutes ces molécules contenues dans une huile essentielle, donc là dans l'exemple c'est pour la bergamote, donc vous voyez en bas du tableau le total, donc 100% des molécules aromatiques, et donc qui va être distribué avec un certain éventail, un certain panel biochimique. Je vous ai surligné les 3 molécules qui sont prédominantes et qui vont donner la notion de ce que je vais appeler le geste thérapeutique. Alors là, attention, il y a 2 choses. On va dire que peut-être le leurre dans lequel s'est engouffrée peut-être la pharmacie il y a 20 ans, 30 ans, c'était d'isoler ces molécules qui, a priori, faisaient l'activité de l'huile essentielle, donc de les isoler et de pouvoir en faire des médicaments. Je pense notamment à certains suppositoires qu'on utilisait il y a quelques années, eucalyptine Lebrun, voilà, ce type de suppôt où on avait isolé par exemple l'eucalyptol de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata pour se rendre compte que certes c'était la molécule la plus active mais qu'elle avait certains effets secondaires, en l'occurrence d'assèchement des voies respiratoires et une notion d'expectoration, donc de sécrétion en fait, des mucosités bronchiques assez importante. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion d'isolement d'une molécule est valable pour une approche très pharmaco, mais quand on veut utiliser vraiment les huiles essentielles et pour ce qu'elles représentent, c'est-à-dire l'usage vraiment de l'huile essentielle, de la plante dans un totum, une matière première non isolée, non séquencée, non synthétisée,
On va avoir en fait un spectre aromatique. Et ce qui fait la puissance, je reviens sur la diapo précédente, voilà, une huile essentielle n'est pas qu'une molécule aromatique majoritaire, pas plus qu'un assemblage complexe de molécules que l'on pourrait synthétiser chimiquement. Une huile essentielle n'a de valeur que si elle est un totem. Et le tout est supérieur à la somme des parties. Voilà. Alors, pardon, je reviens. Parce qu'on peut avoir éventuellement, on va prendre les deux premières, donc l'alpha-pinène et l'alpha-thuyène sur notre exemple, qui sont représentatives à 0,77% et 0,20%. Ça peut paraître absolument ridicule et n'apporter aucune valeur en fait à l'activité thérapeutique. Eh bien, si c'est bien la particularité, c'est que ça va être cette association, mais synergique, c'est pas qu'une addition, il y a une synergie moléculaire qui se passe en fait dans toute l'huile essentielle. Et même une molécule présente à 0,20% va avoir un rôle important dans la synergie. Donc c'est en ça où on nomme le tout est supérieur à la somme des parties. Et éventuellement, en effet, le geste thérapeutique, là, dans notre bergamote, est donné par les 20% de limonène, un peu plus de 24% de linalol et 36% d'acétate de linalyle. Donc le geste thérapeutique est donné par ces trois molécules. Le risque toxique, s'il y en avait, mais ça on va le voir au fur et à mesure du cours, serait donné par ces trois molécules qui sont majoritaires, mais il va y avoir un équilibre thérapeutique et un équilibre des risques toxiques par la présence de toutes les autres petites molécules aromatiques. Voilà. Donc une huile essentielle, c'est un tout et ce n'est pas uniquement des molécules isolées. Voilà, donc ici c'était vous donner plus cette approche très pharmaco qui sera plus utile pour des professionnels, biochimistes, pharmaciens, médecins. Pour le particulier, très clairement, vous n'allez pas demander les chromatographies à chaque huile essentielle que vous achetez. Vous allez utiliser vos ouvrages avec les monographies qui sont données dans ces ouvrages. Dans l'illustration sur cette diapo, je vous ai mis la monographie. Donc monographie, ça veut dire la fiche d'identité biochimique d'une huile essentielle. Là, c'est le basilic exotique, issu du livre L'aromathérapie exactement de Pierre Francôme et Daniel Pénoël. Mais la plupart des ouvrages sont à peu près constitués comme ça, où ils vous donnent les familles biochimiques. D'ailleurs, j'ai pu voir un ou deux livres qui donnaient uniquement les molécules sans les familles biochimiques. Clairement, pour particulier, ça me semble assez compliqué à manipuler. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Vous achetez vos huiles essentielles et vous vous reportez à vos ouvrages pour avoir la tendance biochimique. Donc, ça correspond en fait à une approche assez globale, assez statistique de la composition biochimique. En aucun cas, voilà, c'est la composition à tenter de l'huile essentielle. Sinon, il vous faudrait la chromato. Donc, par rapport à ça, très clairement, dans la suite du cours, je vais plutôt avoir une approche qui va intégrer des notions, une vision très holistique. C'est aussi dans ma formation et dans mon approche, on va dire, de la santé, une approche holistique, donc globale, assez tempéramentale. Très clairement, certains confrères ne vont pas du tout être en accord avec cette approche et voilà, ne pas intégrer en fait ces notions de terrain pour garder une approche strictement analytique. À mon sens, en aucun cas pour vous, ça veut dire qu'une serait plus vraie que l'autre. C'est pas du tout des oppositions. Je pense que c'est juste une approche en fait très différente parce que un besoin différent, une compréhension différente, mais que les deux peuvent vraiment se compléter et nourrir une compréhension et une approche de la discipline. Pour terminer ce chapitre sur les relations structure-activité, j'aimerais vous introduire la notion de piano olfactif. En effet, dans le temps, vous allez cheminer dans votre rencontre avec les huiles essentielles et vous allez faire votre nez comme on fait son palais avec les vins. Donc constituer en fait votre étalonnage de référentiel olfactif et c'est en ça qu'on va parler de piano olfactif. Alors je vais illustrer mon propos, on va faire un petit exercice immédiatement, assez simple et très convaincant. Et en fin de cours, vous aurez une proposition pour aller un peu plus loin en fait sur cette notion de piano olfactif. Alors, qu'est-ce que l'on cherche en fait? On sait qu'une molécule est définie par une activité thérapeutique. En l'occurrence, nos molécules sont aromatiques et ont une signature olfactive.
c'est-à-dire que chaque molécule est définie par une odeur propre. D'ailleurs, par rapport à ça, je reviens à la notion de qualité qu'on a abordée dans l'aroma 1. C'est en ça où on comprend qu'on peut définir la qualité aromatique par une complexité olfactive, qui n'a rien à voir avec le fait qu'on aime ou pas une odeur, mais une notion de complexité, parce que du coup, plus on aura un spectre molécule large, donc a priori en lien avec une distillation longue menée au bout, donc on va parler de qualité de distillation, et puis on aura du coup un bouquet olfactif, un spectre olfactif très large. C'est ça qui va faire la synergie et la qualité en fait de votre huile essentielle. Je reviens à ma notion de molécule, donc avec une signature olfactive. Si j'ai cette égalité, une odeur égale une molécule et une molécule égale une activité thérapeutique, j'ai donc l'égalité, une odeur égale une activité thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça va faire avancer un petit peu notre histoire? C'est que, en fait, plus vous allez faire votre nez, plus vous allez reconnaître des odeurs très typiques en aroma. Et ainsi, comme vous aurez appris dans le temps qu'une odeur égale une activité thérapeutique, quand vous allez reconnaître l'odeur, vous allez vous dire, ok, celle-là, d'huile essentielle, si j'ai cette odeur, ça veut dire que j'ai cette molécule, donc j'ai cette activité thérapeutique. Et ça va vous permettre de mémoriser aussi les activités thérapeutiques des huiles essentielles finalement, par cette expérience sensorielle. Alors certes, vous aurez besoin d'aller vérifier dans les ouvrages que vous ne vous trompez pas, vous allez vérifier, ok, j'avais senti, tiens, telle odeur, je sais que cette odeur a des vertus anti-infectieuses, voilà, vous vérifiez dans votre ouvrage et hop, tiens, l'huile essentielle, en effet, c'est bien ça, etc. Voilà. Donc il faudra un peu de temps, un peu de pratique, c'est sûr, mais c'est vraiment un chemin d'apprentissage qui est passionnant. Alors, pour vous illustrer ça et que vous puissiez le vivre dans le concret, je vous invite à prendre 2 huiles essentielles. L'eucalyptus citriodora et la citronnelle de Java ou de Ceylan, peu importe l'une ou l'autre. Alors, c'est vrai qu'en présentiel, c'est pratique parce que je vous fais passer les bandelettes et vous êtes à l'aveugle directement. Là, chez vous, ce que je vous propose, c'est d'avoir 2 petites bandelettes de papier. Vous déposez 2 gouttes de chacune des huiles essentielles, voilà, donc 2 gouttes d'eucalyptus citriodora sur la bandelette numéro 1, 2 gouttes de citronnelle de Java ou Ceylan sur la bandelette numéro 2, vous les notez, petit 1, petit 2, vous les retournez, vous mélangez pour ne plus reconnaître vos bandelettes. Et puis hop, vous passez à l'olfaction, vous prenez voilà, quelques instants pour bien sentir vos 2 bandelettes. Et l'idée ici est d'aller focaliser sur l'odeur commune. Oui, il y a des odeurs différentes, oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, concentrez-vous pour repérer l'odeur commune. Et cette odeur commune, bon, elle est typique, généralement les mots qui viennent immédiatement, c'est ça sent le moustique, et c'est un très bon moyen d'ailleurs aussi d'identifier le type d'odeur. Mais quand vous dites ça sent le moustique, vous êtes en train de dire que vous sentez le citronnellal. Et le citronnellal, c'est une molécule aromatique qui fait partie de la famille biochimique des aldéhydes terpéniques et qui a l'activité thérapeutique d'être répellante, donc anti-moustique, mais aussi anti-inflammatoire. Voilà, donc en 2 minutes, quand vous sentez odeur de moustique ou odeur de citronnelle, peu importe, vous savez qu'en fait, vous êtes en train de dire citronnellal égale anti-inflammatoire répellante. Voilà. C'est à ça que je veux vous amener et à toucher du doigt, à comprendre. Donc, donc déjà, voilà, vous allez pouvoir reconnaître plus et comprendre plus vite à quoi une huile essentielle peut servir, mais aussi ça vous permet là tout de suite de commencer à intégrer la notion de substitution d'huile essentielle entre elles. Parce que finalement, entre mon eucalyptus citriodora et ma citronnelle de Java, qui toutes les deux ont du citronnellal et la même odeur, vous allez pouvoir substituer l'une ou l'autre dans des formules. Si vous avez une formule anti-moustique, vous avez un auteur qui vous met de la citronnelle de Java et que vous avez à la maison de l'eucalyptus citriodora, vous comprenez bien que vous pouvez substituer en fait les 2 huiles essentielles pour une même activité thérapeutique. Voilà, ça va aussi vous amener en fait à cette notion-là. Voilà, j'espère que cette notion de piano olfactif vous aura interpellé et vraiment va vous amener à une envie d'approcher l'aromathérapie toujours en parallèle avec ces 2 approches, l'approche analytique par vos ouvrages et l'approche sensorielle, corporelle et expérimentale de l'aromathérapie.